Bonjour et bienvenue sur le podcast du Centre de prévention du suicide intitulé « Le deuil après suicide, parlons-en ». Le Centre de prévention du suicide, situé à Bruxelles, existe depuis plus de 50 ans. Il propose à chaque étape du processus suicidaire une écoute active permettant aux personnes en crise d'exprimer leurs souffrances, de clarifier leur situation, de prendre du recul et d'ouvrir d'autres possibles. Les services du Centre de prévention du suicide permettent une prévention du suicide complète et complémentaire. Parmi ceux-ci, la ligne d'écoute anonyme est gratuite, le 0800 32 123. Nos écoutants bénévoles répondent aux appels avec bienveillance et sans jugement. Le Centre de prévention du suicide propose également des consultations pour accompagner la crise suicidaire et le deuil après suicide, des formations et des sensibilisations, des interventions en collectivité suite à un passage à l'acte suicidaire et un centre de documentation. N'hésitez pas à consulter notre site web www.préventionsuicide.be. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Déborah Dessec, je suis chargée de communication au Centre de prévention du suicide. Je présente ce podcast, Le deuil après suicide, parlons-en, et poserai dans ce cadre des questions aux invités afin de les faire témoigner sur leur vécu. Mon collègue Nicolas Mignet, psychologue spécialisé dans l'accompagnement de la crise suicidaire et du deuil après suicide, est présent à mes côtés et interviendra à la fin du podcast pour donner son avis éclairé sur ce que nous entendrons. Bonjour Nicolas. Bonjour Déborah. J'accueille à présent notre invité, Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Déborah. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, Thibaut ? Alors, je m'appelle Thibaut, j'ai 42 ans et je suis endeuillé par suicide. Donc, j'ai rencontré Étienne, il y a de ça une dizaine d'années. On est restés ensemble pendant 8 ans. On était donc en couple. En 2018, j'ai décidé de me séparer d'Étienne. Et en fait, Étienne faisait encore partie de ma vie. C'est-à-dire que c'était plus l'homme de ma vie, mais c'était l'homme dans ma vie. Et en 2020, j'étais en télétravail, donc j'étais à la maison. Et j'ai reçu un coup de fil de la sœur d'Étienne qui me demandait de venir me voir rapidement. Des contacts que je n'avais plus avec elle depuis notre séparation avec Étienne. Et donc je l'ai accueillie chez moi. Il était plus ou moins 19h. Je ne savais pas du tout de quoi elle voulait parler, quel était le sujet. J'avais un pressentiment, mais certainement pas concernant Étienne. Je n'avais jamais imaginé ce qu'on allait m'annoncer, ni à ce moment-là, ni jamais. Donc elle est venue me voir et elle était très mal, elle était en pleurs. Et voilà, elle m'annonce, Étienne est mort. Et puis je me suis effondré, mais c'est-à-dire que je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus... Aucun son ne sortait de ma bouche. J'avais compris, je pense que j'avais d'emblée tout de suite compris ce qui se passait. Je savais que c'était réel, je savais que tout allait changer. Je me souviens que j'ai dû m'asseoir sur le sol parce que j'avais besoin de ce contact avec le sol et on a discuté avec la sœur d'Étienne sur ce qui s'était passé. Elle avait très peu de détails parce que ça s'était produit le matin même, donc on a principalement discuté du next step, qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence. Elle m'a demandé de contacter les amis d'Étienne qui étaient localisés principalement sur Liège, des amis que je connaissais bien mais qu'elle ne connaissait pas, ou en tout cas qu'elle n'avait pas de contact. Et donc voilà, je me suis engagé envers elle que j'allais être là pour eux, pour leur famille, pour la famille d'Étienne, et que j'allais prendre contact avec ses amis de l'époque. Ce que j'ai fait. J'étais seul chez moi, j'ai craqué quand elle est partie, ça je me souviens très bien, et j'avais besoin de partager ça tout de suite avec ma meilleure amie et mon meilleur ami. Elle n'était pas joignable, lui il était. Donc je suis parti chez lui tout de suite. Je suis parti pour discuter, pour partager ce qui venait de m'être dit.
Et il m'a accueilli chez lui ensuite les prochains jours, même les prochaines semaines. Il a été d'un très grand support. Et puis il a fallu organiser. La première nuit est compliquée, le matin qui suit est compliqué parce que j'avais décidé de contacter les amis d'Étienne, mais il a fallu que je contacte également mes parents, mes sœurs, et il fallait répéter la même histoire encore et encore à une dizaine, voire une douzaine de personnes, avec toujours les mêmes questions. Que s'est-il passé dans des détails que je n'avais pas. Donc à chaque coup de fil, c'était remettre cette histoire qui était toute fraîche, mais cette histoire que je ne comprenais pas non plus, que je venais juste de commencer d'intégrer. C'était très compliqué. Et puis les choses vont très vite. L'enterrement a été très compliqué aussi. J'étais seul, mais ça je pense en reparler plus tard. Donc c'était en juin 2020, donc on sortait tout juste du premier déconfinement. La situation était particulière, et notamment au niveau des jauges et au niveau des quotas dans les églises. Et donc le nombre de personnes dans l'église était limité, mais par exemple, j'étais seul avec mon ami, je n'avais auprès de moi aucun membre de ma famille. J'étais seul. Et voilà, l'enterrement a été très difficile, bien sûr. Tout va tellement si vite que vous n'avez pas le temps d'intégrer ce qui se passe en l'instant T. Tout est un enchaînement de bouleversements psychologiques, mais surtout émotionnels. Et donc ça prend du temps. Et je pense qu'il y a tellement de choses qui se passent en très peu de temps condensé que c'est très intense. Donc je me souviens avoir vraiment craqué dans cette église, d'avoir été extrêmement démonstratif, ce que je ne suis pas à l'habitude. Étienne, à l'époque, avait un partenaire, donc je n'étais plus avec lui. On s'était séparés 2 ans auparavant. Ce qui, d'emblée, en termes de questionnement par rapport à mon deuil et par rapport à mon cheminement, c'était la question de ma place, de la place de l'ex, de l'ancien partenaire ou du partenaire divorcé, peu importe, en tout cas la place de cette personne qui, en théorie, a fait le choix de ne plus être dans la vie de la personne qui vient de partir, mais en fait, vous retrouvez, pour ainsi dire, les mêmes questionnements, et d'autant plus cette question de votre place. J'ai essayé pendant l'enterrement d'être un peu dans la retenue, mais en fin de compte, mes émotions ont pris le dessus, donc j'ai été submergé, et je me rendais compte que j'étais beaucoup plus, en apparence, bouleversé que l'ami d'Étienne de l'époque. Donc c'est un début de questionnement qui s'est amorcé dès l'enterrement, mais qui ensuite s'est développé au cours de mon deuil, en fait. Cette question de la place, notamment par rapport au fait que nous n'étions plus ensemble, mais aussi par rapport aux relations homosexuelles qui sont parfois... c'est un deuil parfois illégitime pour certains. Et un élément important que je dois aussi mentionner, je me souviens, là je remémore l'instant du funérarium, où là aussi j'étais très seul. Donc il y avait aussi cette question de la place qui se posait d'emblée. Et je suis arrivé le premier au funérarium, et forcément c'était un choc puisque personne n'était là, et quand vous êtes en face d'un cercueil, vous réalisez vraiment, il n'y a plus de doute. Vous avez une photo sur un cercueil, vous réalisez. Juste, c'est très factuel. Et quand les parents d'Étienne sont arrivés, on a très brièvement échangé, mais on était surtout beaucoup dans le silence. Et la maman d'Étienne avait, je me souviens, émis le souhait de le voir. J'ai pas compris. Je me disais, on va le voir. Et puis je l'ai regardé, sans vraiment comprendre. Et elle montrait le cercueil, elle l'indiquait du doigt, elle dit on va le voir. Et ça, c'est un élément important, on y reviendra. À ce moment-là, je me suis vraiment écouté, moi, en l'instant, et mon corps et mon esprit, en me disant non, ça va pas être possible, c'est pas pour moi. C'était vraiment une réaction du type j'ai pas besoin de ça. Que certains en aient besoin, c'est une chose, mais ça ne m'a pas été imposé, et je ne me le suis pas imposé à moi-même. Avec du recul, j'étais très reconnaissant sur le fait, entre moi et moi, ça je ne me l'inflige pas. Je n'ai pas besoin de ça dans mon cheminement. Et donc je suis sorti de la salle. Visiblement ils ont ouvert le cercueil.
Et à ce moment-là, voilà, j'ai entendu des bruits que je pense je ne l'entendrai plus jamais. Et j'étais d'autant plus convaincu que j'étais rassuré de ne pas endurer ça. Donc l'importance de s'écouter, ça peut paraître un peu compliqué parce qu'on est tellement submergé par plein de choses, mais en fait, c'est essentiel. Merci pour cette introduction, Thibaut. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la personnalité d'Étienne ? Étienne était en fait un grand mélancolique, dans le sens pas nostalgique mais mélancolique. Parfois il avait des grandes joies, on avait des grands éclats ensemble, je m'en souviens, mais il avait ce côté un peu noir. Parfois les romantiques appelaient ça par la diade génie et mort précoce. C'était des jeunes hommes un peu bizarres, un peu hautains, avec de grandes exigences, des projets grandioses. Et souvent, ils devaient vivre tellement intensément, tellement passionnément, que tout ça était incompatible avec la longévité. Et Étienne avait un peu de ça. Et puis, c'était un homme qui voulait tout maîtriser dans son travail, mais dans sa vie privée aussi, dans sa vie familiale. Et je pense aussi dans sa vie affective, il était énormément dans le contrôle. Autre chose qui le caractérisait, c'était quelqu'un de très perfectionniste. Son travail était à la fois artistique et technique et demandait des compétences assez élevées. Mais lui plaçait la barre encore plus haut que la norme. Et je pense que ça, dès l'enfance, il s'est imposé ça à lui. Je me souviens qu'il me parlait parfois de son expérience scolaire et des résultats qu'il avait, des exigences très, très élevées qu'il avait envers lui-même d'abord. Il a transposé ça dans son travail, il était excellent dans ce qu'il faisait. Je crois qu'il en faisait bien plus que ce qu'on lui demandait de faire, mais c'était une rigueur qui s'imposait d'abord à lui-même. Et je pense que dans beaucoup de pans de sa vie, beaucoup d'aspects de ce qu'il était, de ce qu'il donnait à voir, c'était un grand perfectionniste. Ça, je crois que c'est quelque chose qui le caractérisait beaucoup, le perfectionnisme. Peut-on parler d'une obsession de la perfection alors ? Oui, je pense. C'est une obsession qu'il exerçait d'abord envers lui-même. Et je pense qu'à certains égards, c'était parfois une sorte d'harcèlement moral, en fait. Parfois, une personne qui a des idéations suicidaires ou qui se suicide, et ça, j'en suis convaincu pour Étienne, il a des attentes irréalistes par rapport à lui-même. L'injustice, pour lui, était difficile à vivre. Mais dans le cas d'Étienne, je crois que en tout cas, ce qui le caractérisait, lui, en tant que perfectionniste, c'est qu'à chaque fois, il allait franchir un palier de plus en plus haut. Et ça, c'était très prégnant au travail. D'ailleurs, je lui disais souvent, tu sais, t'es pas marié à ton travail. Quelque part, on est un peu des numéros, donc quand ça va plus. Mais lui, il surenchérissait, toujours. Et je me rendais compte que plus il surenchérissait, moins il trouvait de contentement à cette situation, en fait. Et dans tout ce désir de contrôle et de perfection, qu'en est-il de l'estime qu'Étienne pouvait avoir de lui-même ? Étienne, en fait, je crois que par rapport à ce perfectionnisme, il se mettait dans une position où il était tributaire de l'approbation et de l'approbation de sa famille en premier lieu, mais de l'extérieur en général, en travaillant très dur à l'école, en étant au-delà de la norme, exceptionnel. Je crois que c'est comme ça qu'il a construit une estime de lui-même avec le temps, plutôt qu'une estime construite de l'intérieur, peut-être plus solide, peut-être plus ancrée. D'ailleurs, ça me rappelle une lecture, c'était une lecture de Lise Bourbeau, et elle parlait de masques, et je me souviens très bien en particulier le masque du contrôlant, qui pour moi s'appliquait quasi mot pour Étienne. Ce masque-là, il amène à devenir très méfiant, très sceptique, un peu sur ses gardes, parfois aussi autoritaire, voire intolérant. Et je trouvais que ça correspondait pas mal à Étienne, parce qu'au-delà du contrôle, derrière ça, je sentais moi aussi qu'il s'oubliait lui-même.
Et face à cette pression, est-ce qu'il a essayé de voir un ou une psychologue pour l'accompagner? Et comme Étienne était dans le contrôle aussi sur ses affects, on n'a pas beaucoup parlé. Moi, je voyais tellement de choses de l'extérieur et lui, je pense, se rendait compte de si peu. En tout cas, c'est l'impression qu'il me donnait. Mais il avait toujours cette image d'un roc, qu'on ne se doutait pas vraiment de la fragilité, des fragilités intérieures d'Étienne. Donc je sais qu'on avait eu une discussion une fois sur un spécialiste qu'il était allé voir, mais il y a de ça des années, bien avant même qu'on soit ensemble. Je sais aussi que ça n'a pas beaucoup duré. Je pense que pour lui, c'était trop compliqué, trop confrontant en fait. Est-ce que la personnalité d'Étienne était insondable? Oui, je pense. Je pense que même les 8 années passées ensemble, j'ai à peine gratté le vernis, si on veut. J'ai à peine touché du doigt qui était vraiment Étienne. Alors il avait ses secrets, il avait ses modes de fonctionnement qui étaient propres, et moi les miens. Mais à aucun moment, autant quand nous étions ensemble ou quand l'annonce m'avait été faite par sa sœur, à aucun moment, jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y pense, tiens, il en est capable, tiens, il pourrait. Tellement c'était totalement impossible, vraiment irréconciliable entre ce qu'il donnait à montrer au monde et ce qu'il se passait intérieurement en lui. Il y a beaucoup de questionnements au début du processus de deuil. Vous vous posez vous-même la question, vous vous dites mais comment voir les choses, comment éventuellement agir quand en face de vous on ne vous donne pas vraiment à savoir, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas percevoir. Donc ça, c'est un questionnement qui était très présent au début et auquel j'ai essayé de répondre en me disant mais de toute façon, je ne pouvais pas percevoir les tensions intérieures d'Étienne. Tout ceci était tellement sous contrôle, en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il a tenté de donner le change jusqu'au bout, jusqu'à l'implosion? Oui, c'est vraiment ça. Je pense que la tension intérieure était telle, dans le contrôle, qu'à un moment donné, comme vous dites, c'était l'implosion. D'ailleurs, ça me rappelle citation d'un auteur sur le suicide. Et je pense qu'elle disait que le suicide, c'est une réaction naturelle, terrible, radicale, aux obligations, des obligations écrasantes ou artificielles, que nous nous créons certaines fois à nous-mêmes, en fait. Donc, pour moi, c'est tout à fait transposable à la situation d'Étienne. C'était un contrôlant perfectionniste qui s'imposait jusqu'au bout, qui s'est imposé jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. C'était un peu, à mon avis, un désir pour lui de s'extraire d'une réalité qui devenait de plus en plus insoutenable, de plus en plus tendue intérieurement. Je me souviens également d'une anecdote, et ça c'était les mots d'Étienne. Il m'avait dit un jour que c'était une personne qui, de manière incontrôlable, intensifiait toujours ses émotions. Mais il y avait vraiment cette différence entre ce qu'il pouvait ressentir à l'intérieur et ce qu'il donnait à voir de l'extérieur d'une personne, dans la perfection, mais surtout dans le contrôle, qui ne laissait rien transparaître. Surtout que, à part le sport était très important pour lui. Il avait deux grandes passions, la course à pied et le sport en salle. Et ça, c'était sa seule soupape, en fait. À part ça, il ne s'accordait pas des moments où il libérait ses tensions intérieures. Comme aussi, il était dans le contrôle avec son corps, donc le sport, mais aussi son alimentation. Il avait, je me souviens, parlé, quand il était plus jeune, selon lui, on le qualifiait comme un enfant obèse. Et je pense qu'il a voulu contrôler son corps, son alimentation pour essayer de souffrir le moins possible par rapport à ce qu'on lui faisait subir, en fait.
Et cette tension intérieure qu'avait Étienne ne s'exprimait pas verbalement, mais je me souviens d'une anecdote avec... il m'avait expliqué, étant chez lui, avoir des difficultés à respirer, avoir des palpitations. On avait échangé quelques jours après cet événement par message interposé. Mais c'est là où j'ai compris qu'en fait, cette crise de panique qu'il a fait, cette crise d'angoisse, il ne les faisait jamais. Ça ne lui était jamais arrivé. En tout cas, de ce que je me souvienne, jamais. Donc, à un moment donné, son corps lui envoyait des signaux. Ce que intérieurement il ne pouvait plus ou pas percevoir comme des alertes, c'est son corps à un moment donné qui l'a confronté à tiens là en termes de tension, il faut justement libérer de la pression. Mais voilà, il a dû en arriver à ces extrêmes-là. Alors s'en est-il rendu compte? A-t-il entrepris quoi que ce soit après cette crise de panique? Je sais qu'il a refusé d'aller voir un médecin, qu'il a refusé d'aller à l'hôpital. Mais on se rend compte à quel point Étienne avait des difficultés à s'écouter. Même quand son corps, et là à mon avis c'est l'ultime recours, c'est quand son corps s'exprime et vous dit tiens là, stop, assez. Est-ce qu'Étienne a mentionné avoir des idées suicidaires? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il avait parfois des petites phrases en boutade. En tout cas, moi, je les percevais comme ça à l'époque. Donc, je me souviens une fois ou l'autre, à plusieurs reprises, il a pu dire moi, je veux juste qu'on me foute la paix, ou des phrases aussi je vais me foutre par la fenêtre. Ça, je m'en souviens parce que celle-là a été communiquée à plusieurs reprises. Ou d'autres du type tout va bien, je suis prêt à décéder. Donc c'était toujours sur le ton de l'humour, mais à aucun moment on ne pouvait s'imaginer que tiens, ça lui passe vraiment par la tête, tiens, il y pense. Ça c'était juste impossible pour nous, pour son entourage, pas que pour moi, pour nous tous. Et ça me rappelle en 2020, j'étais, pendant le tout début de la crise Covid, j'étais au Japon et je m'étais rendu dans une région très volcanique. Et là-bas, c'est une tradition, mais c'est aussi un peu une légende. C'est la légende des œufs Kura Tamago. En fait, ces œufs sont cuits dans les vapeurs sulfureuses des volcans de la région. Et la légende veut que vous gagnez 7 ans d'espérance de vie par œuf, en fait. Et j'en avais mangé 2, et j'avais partagé avec Étienne, et je lui avais dit, tiens, voilà, plus 14 ans pour moi. Et ce qui pour moi, c'est un bon exemple, avait résonné comme de l'humour pour lui, son humour un peu noir, certes, mais de l'humour tout de même. Il avait répondu, quelle horreur, une prolongation de peine. Donc, même très peu de temps, très peu de mois avant son suicide, je ne pouvais pas réconcilier suicide et Étienne. Pour moi, c'était des éléments qui n'avaient aucun lien entre eux. Et pourtant. Merci Thibaut. Dans nos échanges en préparation du podcast, il était important pour vous de parler de l'homosexualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ici? Oui. Étienne avait, ça je le sais, caché son orientation sexuelle au travail. Il n'en parlait pas, donc comme on dit, pour le moment, il n'était pas out, mais je me souviens qu'on avait eu des échanges où il percevait, même si ça n'était pas dirigé vers lui, il percevait une sorte d'homophobie ambiante. En tout cas, le type de commentaires qu'on peut entendre au travail, ce sont parfois des boutades ou des jeux de mots, mais qui peuvent être très mal perçus. Donc ça, je me souviens qu'il avait échangé. Il faut savoir que l'homophobie en particulier, et c'est ça qui, quelque part, en tout cas c'est ce que les études démontrent jusqu'à présent, qui peuvent démontrer que voilà, l'homophobie, elle a un facteur aggravant par rapport aux idéations suicidaires, même au passage à l'acte. Bon nombre d'études, j'en ai une ou deux en tête, on a démontré, et ce depuis le début des années 2000, que pour les gays, pour les bisexuels, mais en tout cas pour les gays masculins, que la population homosexuelle a jusqu'à 6 fois plus de risques de faire des tentatives de suicide qu'une population masculine hétérosexuelle.
Donc ça, c'est avéré. Et pour les femmes, donc pour cette population également, on est dans des probabilités qui sont quasi équivalentes. Donc c'est important de souligner que voilà, l'homophobie au travail, mais pas seulement, l'homophobie dans le cercle familial ou parfois avec ses amis, même si on ne s'en rend pas compte, ça peut être un facteur aggravant qui peut amener des idéations suicidaires, voire même des passages à l'acte, ou au pire des suicides aboutis. Merci Thibaut. Pouvez-vous nous parler de la manière dont vous vivez ce deuil après suicide ? Bien, pour moi, ce deuil, il a réactivé beaucoup de deuils passés, des deuils qui soit n'avaient même pas commencé, ou des deuils qui n'ont pas été vécus, tout simplement. Vous savez, un endeuillé par suicide, sans doute en particulier, il essaye quelque part, et ça participe au questionnement des premières semaines, des premiers mois même, il essaye de mettre du sens et de comprendre, d'essayer de comprendre ce que, à première vue, il n'a pas compris, il n'a jamais compris. Donc ça, ces questionnements, je les ai beaucoup connus au début. J'ai connu aussi une période de vécu type dépressif, qui est tout différent d'une dépression, mais c'est vrai que fin d'année 2020, jusqu'à plus ou moins la première année du décès d'Étienne, ça a été très difficile, de plus en plus difficile. Ce passage à la première année, l'année est très confrontant, en fait, très compliqué. Voilà, je suis passé à travers une sorte de vécu dépressif. J'avais également, à travers ce deuil, à gérer ce que j'appelle moi des affaires inachevées, c'est-à-dire des choses qu'on n'avait pas dit ou qu'on n'avait pas fait avec Étienne. Et ce sont des choses qui sont restées en suspens. Ensuite, moi, comme je l'ai dit au début, ma place dans ce deuil en particulier, parce que je n'étais plus avec Étienne, parce que socialement, c'est parfois compliqué d'être l'ex-partenaire, mais l'ex-partenaire homosexuel. Parfois, ça complique encore plus la relation avec les autres. Dans son deuil, je me suis donc beaucoup posé la question de ma place. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce questionnement-là. Personnellement, j'ai aussi vécu des moments où je devais quasi éduquer, en tout cas ménager mon entourage. Comme je l'ai dit lors de l'enterrement d'Étienne, j'étais quasiment seul, ma famille n'était pas présente et j'ai dû les ménager, j'ai dû faire attention à ce que je leur disais, à ce que je ne leur disais pas, aux émotions que je pouvais leur communiquer, mais surtout que je ne devais pas leur communiquer. Il y a eu pas mal de colère pendant ces périodes-là parce que vous ne comprenez pas pourquoi c'est vous qui devez faire l'effort en fait. Donc vous êtes en colère. Pas envers vous-même, pas envers Étienne, mais envers ces gens autour qui ne vous aident pas en fait. Après, avec le temps, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était de la maladresse ou de la gêne. Il n'y avait pas forcément d'intention malveillante. Mais ça prend du temps à construire comme réflexion. Et au début de votre deuil, vous n'avez pas le temps, émotionnellement, psychiquement, pour décortiquer ce qui se passe en vous. Et surtout, vous n'avez pas autant de temps que vous voudriez pour l'autre. Alors personnellement, au travail, là aussi, je n'ai pas été confronté à un environnement qui était des plus bienveillants. D'emblée, après le décès d'Étienne et l'enterrement, j'ai vite réalisé que je n'allais pas pouvoir trouver le soutien minimum. Là aussi, comme je l'avais dit, c'est très important de s'écouter soi et d'écouter son corps et de dire stop et de faire un arrêt. Faire un arrêt pour se reconstruire et vivre les émotions, vivre ce par quoi on passe. Et donc, personnellement, j'étais en incapacité de travail pendant quasiment 2 mois. Et puis, j'ai repris en télétravail. Et puis, j'en suis même arrivé à changer d'affectation au sein de mon entreprise. Tout simplement parce que mon management de l'époque était... Avec du recul, j'ai une autre lecture, mais à ce moment-là, était toxique, voire malveillant. Très peu de temps après le décès d'Étienne,
On parlait tout à l'heure des histoires inachevées. Malgré moi, quelque part, j'ai vécu aussi des expériences, que ce soit des synchronicités, que ce soit des signes ou des songes, mais j'ai vécu des expériences très personnelles qui m'ont permis, quelque part, de continuer à garder un lien avec Étienne. Un lien dans la mort, certes, mais un lien qui m'a permis de trouver, pas des réponses, parce que les réponses, je ne les aurai jamais à ces questions qu'on se pose encore aujourd'hui, à quasi 4 années après son décès. Je n'ai pas les réponses. J'ai des réponses qui me permettent de construire une histoire avec laquelle je peux vivre. Et je me rappelle de certains songes que j'ai pu faire dans les premiers mois, voire jusqu'à la première année du décès d'Étienne, où j'avais, selon moi, des contacts. Alors, je ne parlerai pas de conversation, mais c'était des contacts avec lui, où des échanges ont eu lieu et des choses se sont dites, et il m'a notamment dit qu'il était bien, qu'il était soulagé. Il m'a également parlé de l'amour dans lequel il se trouve, et l'amour aussi qu'il me portait. Et donc tout ça participait à, même si c'est très éprouvant, vous êtes psychiquement très fatigué. Au réveil, la première pensée, elle est pour Étienne. Vous vous couchez, la dernière pensée, elle est pour Étienne. Ça ne vous lâche pas. Et c'est très dur psychiquement. Et quand en plus la nuit, vous revivez certaines choses tellement intensément, et vous vous réveillez, et vous devez digérer ce que vous avez vécu la nuit, et ça vous travaille encore davantage, ça vous épuise encore un peu plus. Maintenant, avec du recul, je me rends compte que ces partages étaient bons pour moi. Et même si je n'en fais plus, voire quasiment plus du tout, quelque part, je remercie Étienne pour avoir pu continuer à créer ce lien au-delà de la mort, quelque part. Alors personnellement, les premières semaines, au tout début, je me souviens, j'étais en arrêt de travail et j'ai eu ce besoin quasi viscéral de noter des choses, d'écrire à travers une ligne du temps tous les événements de vie entre moi et Étienne. Pendant ces 8 années, on était ensemble. Pendant ces 10 années, on s'est connus. Et donc, j'ai noté un maximum de choses pour garder un maximum de souvenirs, parce que je sais que ma mémoire s'érode, la mémoire de tout le monde avec le temps s'érode, mais il fallait que je garde un lien, mais un lien factuel avec Étienne. Donc j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup noté, que ce soit des lignes du temps, mais également des choses, des anecdotes. Je m'attache encore beaucoup au lieu, et voilà, je sais que parfois quand je retourne sur un lieu qui a disparu ou qui a changé, je me projette dans le temps, dans le passé, et je repense parfois à Étienne, même si c'est moins dans la douleur, il est toujours là en fait. Et le deuil, il a ça de particulier, c'est une relecture du passé, et que parfois, dans le quotidien, on se reproche un petit peu ce qui en fait était impossible. Et je pense à un songe en particulier, parce que c'est pour ça que je les distingue vraiment des rêves, dans l'intensité de ce qu'on vit la nuit, pas seulement les messages, moi je me souviens de messages échangés avec Étienne, parce qu'il y avait les questionnements sur le pourquoi, il y avait les questionnements sur est-ce que notre amour n'était pas suffisant, et que tous ces questionnements-là, dans le son, j'ai eu des éléments, des réponses. Je me souviens notamment, il m'avait dit j'ai dû mourir pour vivre, ou je n'en pouvais plus. Donc ça, c'est des réponses qu'on a d'une telle intensité, d'une telle vérité, qu'en fait ça participe dès le départ à apaiser, à commencer à écrire l'histoire, une histoire avec laquelle on peut vivre. Et ce sont des éléments qui m'ont toujours fait du bien, qui ont toujours construit cette histoire, mais positivement. Ça ne m'a jamais tourmenté, ça n'a jamais été quelque chose d'ésotérique et de mystique et d'incontrôlable, et quelque chose qui vient forcément de l'au-delà. Et
Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais ce que ça m'a fait factuellement et que ça a participé à un deuil sans doute plus apaisé, en fait. Et je me souviens d'un signe en particulier. Très peu de temps après l'enterrement d'Étienne, j'avais invité mes parents chez moi, puisqu'ils n'étaient pas présents à l'enterrement. Et j'avais sorti un cadre, qui était un cadre que j'ai toujours d'ailleurs, un gros cadre métallique, épais, lourd, qui contenait avant notre séparation une photo d'Étienne et de moi, photo que j'avais enlevée en revenant de mon voyage au Japon. Et j'avais posé cette photo que j'avais sortie, et je l'avais posée devant le cadre. Ensuite, j'attendais ma famille qui devait se présenter un dimanche matin. J'avais pris mon ordinateur, j'avais regardé une vidéo d'Étienne. Et puis je me souviens très bien avoir entendu pour la première fois après son décès sa voix. Et je pense que ça a été tellement confrontant que j'ai tout de suite fermé mon PC. C'était trop dur pour moi. Et à ce moment-là, j'ai entendu un bruit sourd, clairement de quelque chose qui tombait lourdement, pas sur le sol, mais... Alors j'ai regardé autour de moi et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en gros? Sans vraiment chercher plus que ça, puisque mes parents allaient arriver d'une minute à l'autre, je me suis levé, je suis allé chercher d'autres photos que j'avais mis dans l'entrée, à ce moment-là, j'ai jugé peut-être un peu trop ostentatoire, donc je les avais enlevées pour ne pas embêter mes parents, par exemple. Et j'ai été mettre ces photos près de ce cadre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le cadre, en fait, était tombé sur sa face. Et factuellement, ce cadre ne pouvait pas tomber. La loi de la physique fait que c'était juste pas possible. Mais à ce moment-là, au moment où j'attendais mes parents chez moi, je l'ai interprété comme un signe qu'il était là, qu'il allait me supporter parce qu'il savait la relation que j'avais avec mes parents et qu'il était présent. Et donc en fait, sur le moment, ça fait du bien. Et que ce soit les synchronicités, les songes ou les signes, ce qui importe, c'est ça. C'est que pour l'endeuillé, ça fasse du bien. Merci Thibaut. En parlant de ce qui peut faire du bien, quelles sont les ressources auxquelles vous avez fait appel et vous faites encore appel aujourd'hui? Je crois, comme je l'avais déjà mentionné au début, me suis surtout beaucoup écouté. Donc, je me souviens que je me surprenais de dire, notamment au travail, mais aussi au cercle familial, de dire non, de dire stop. S'écouter soi, dès le début, ça a été une ressource que vous ne déclenchez pas de manière consciente, c'est quasi inconscient en fait. Puis j'ai eu la chance d'être bien entouré. Si certaines personnes qui, en théorie, auraient dû être là à mes côtés ne l'étaient pas, j'avais la chance d'avoir une très bonne amie et un très bon ami sur lesquels je pouvais compter. Donc avoir affaire à des personnes bienveillantes qui sont là, qui sont disponibles, qui ne sont pas dans le jugement, ça oui, ça m'a beaucoup aidé, surtout les premiers jours, les premières semaines. Et ensuite, j'ai d'emblée beaucoup lu, beaucoup écrit aussi, mais regardé des vidéos, des podcasts. Une fois de plus, on est dans un contexte 2020 où les choses étaient limitées. Donc, je me suis beaucoup renseigné sur YouTube notamment et différents podcasts. Et j'ai pu commencer à construire des réponses à certains de mes questionnements, notamment sur le deuil, notamment les différentes étapes du deuil. Donc j'ai beaucoup lu, je lis encore pas mal. Je pense qu'au début, et notamment par rapport à ces lectures et aux podcasts, ce que je tentais de faire, et je pense que tout un chacun essaye de faire dans une situation identique, c'est de mettre du sens dans ce qui me traversait. Je me souviens d'un auteur, notamment Bruno Bettelheim, qui disait que voilà, la plupart des choses sont insupportables si nous ne parvenons pas à leur donner un sens. Et en fait, alors c'est pas l'urgence, mais c'est ça dans un second temps sur lequel vous avez à travailler. Ce sens qui va construire cette histoire et cette histoire qui va vous permettre de continuer d'avancer au jour le jour. Une autre ressource à laquelle je pense, c'est
Je me suis fait d'emblée aider par un psychiatre, mais aussi un psychologue qui était spécialisé sur le deuil, pas sur sa particularité du suicide, mais qui était spécialisé tout de même sur le deuil. Donc l'échange était pour moi très important. Verbaliser les choses, les étapes, verbaliser ce par quoi on passe, c'était essentiel. Et puis j'ai beaucoup cherché par moi-même, beaucoup exploré des voies un peu médianes, un peu différentes. Mais ça participait aussi au questionnement que j'avais. Donc j'ai fait, je me souviens de l'hypnose, de la sophrologie, la kinésiologie, des soins énergétiques. J'ai même vu une cartomancienne. Donc tout ça, ça aide. Ça aide à construire l'histoire, à répondre parfois à des questions, mais surtout, et ça pour moi c'était important au début, de prendre soin de moi au-delà de l'arrêt de travail et du temps que vous avez. J'avais besoin d'être dans l'action pour prendre soin de moi. Je suis pas un caractère larmoyant à rester au lit et à me morfondre, donc je devais être dans l'action. Mais bon, à l'époque, en 2020, en juillet-août, c'était assez compliqué. Mais voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup investi. Ensuite, après mon arrêt de travail, tout de suite s'est posé la question de, vu la tâche à accomplir, en l'occurrence ce processus de deuil, mon processus, c'était, tiens, est-ce que je dispose assez de temps pour moi, pour faire toutes ces choses, pour prendre soin de moi, pour m'arrêter et pour m'occuper de cette période, une période dont je voulais m'occuper. Je ne voulais pas passer à côté parce que voilà, l'histoire familiale m'a montré que le deuil, parfois ça se cache, parfois ça se nie, et moi je voulais pas suivre le même chemin. Peu de temps après, j'ai décidé de faire une pause carrière, en fait, d'arrêter de travailler et de vraiment me focaliser sur cette période de deuil. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu cette opportunité, cette chance même de pouvoir travailler avec le Centre de prévention du suicide. Donc j'ai entamé un suivi régulier en thérapie individuelle. Et puis j'ai pu intégrer un groupe de parole, je pense 15 mois après le décès d'Étienne, j'ai pu commencer ce groupe de parole qui a été pour moi d'une simplicité dans les échanges et d'un apport et d'un support tel que, voilà, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment où je serais sans cet exercice qui est vraiment particulier, mais qui est... Vous savez, on dit souvent qu'il y a deux choses, il y a la compétence professionnelle, mais il y a aussi la compétence des expériences. Et je pense qu'entre endeuillés, cette compétence-là, elle est forcément inégalable. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je me souviens même qu'à l'époque, au tout début des groupes de parole, j'ai refait pas mal de songes concernant Étienne. Donc ça a réactivé beaucoup de choses. Et il y a un travail qui se fait qui a été très riche. Et d'ailleurs, on est toujours en contact avec certaines personnes de ce groupe de parole. Et puis, je vais citer aussi ce podcast qui participe à la reconstruction, à la construction de sens de cette histoire. Voilà, en gros, les ressources au jour d'aujourd'hui. En lisant beaucoup et en essayant de mettre du sens et de comprendre, j'ai pas à pas construit un peu une spiritualité qui m'est propre. Je n'ai pas pu beaucoup compter sur la religion telle qu'on l'a définie, mais j'ai construit moi-même ma propre spiritualité par rapport à la perte, par rapport à la mort aussi, par rapport à l'après. Tous ces questionnements aussi, ils viennent à vous en même temps, en parallèle du processus de deuil. Et ce sont des réponses à ces questions que vous construisez aussi, mais qui sont des réponses tellement personnelles. Et comme je n'étais pas ni quelqu'un de religieux, ni quelqu'un d'extrêmement spirituel, ça s'est imposé aussi un peu à moi et j'ai beaucoup lu aussi à ce sujet. Et aujourd'hui, en termes de ressources, je peux dire que j'ai encore des moments heureux, des souvenirs que j'ai. Parfois, ça m'arrive de rire en pensant à Étienne, à des choses que je pensais avoir oubliées. Et en fin de compte, il y a parfois des signes, des choses qui réactivent, des mots qu'il a pu dire ou des rires qu'on a pu avoir. Et parfois, et c'est heureux, on a, en termes de ressources, des souvenirs heureux qui reviennent petit à petit, des choses même qu'on pensait avoir oubliées, mais qui sont toujours là.
Merci Thibaut de nous avoir raconté votre histoire, de nous avoir fait confiance. Nous avons coutume dans ce podcast de terminer par une dernière question. Je vais vous la poser maintenant. Que souhaitez-vous transmettre à une personne récemment endeuillée par suicide ? En tant qu'endeuillé par suicide, on va beaucoup se questionner, on va beaucoup chercher, et on va essayer de comprendre, mais avec le temps, on ne comprend pas vraiment et on ne peut pas vraiment comprendre, et je pense qu'on comprendra jamais vraiment le pourquoi. Moi, je sais que ce deuil, il m'a transformé et il me transforme, et souvent j'entends autour de moi que le deuil, on fait son deuil, ou le deuil est à faire, et parfois je me dis qu'en fait c'est ce deuil qui nous fait, nous, les survivants, et qu'il faut faire confiance à ce processus qui est naturel et qui se fait de toute façon, mais il ne faut pas avoir peur de se transformer à travers ce processus. Et on est peut-être moins dans une approche active où j'ai un travail de deuil à faire, j'ai quelque chose à faire, à produire, mais plutôt dans l'inverse. C'est que les choses se font naturellement, et en se faisant, elles vous changent, vous. Merci Thibaut. Je me tourne maintenant vers mon collègue Nicolas Millet. Nicolas, tu as écouté le témoignage de Thibaut. Quel commentaire souhaiterais-tu formuler ? Tout d'abord, je remercie Thibaut de son témoignage qui est dense. Ce qui m'a vraiment frappé et sur lequel je vais développer ma réflexion, c'est le fait que, étant donné que Étienne a cherché à donner le change et à invisibiliser toute une série de difficultés qui pouvaient être les siennes, ce qui est ressorti pour moi très fort de ce témoignage, c'est la nécessité dans le travail avec une personne endeuillée par suicide de faire apparaître les raisons profondes qui mènent un être à cet acte ultime. En quelques mots, dans la crise suicidaire qui est le dessus de l'iceberg, on peut bien sûr repérer certains éléments, et d'ailleurs on va y revenir avec certaines phrases que Étienne a pu formuler et qui traduisaient sa détresse, mais tout ce qui est sous-jacent et qui plonge ses racines dans l'épaisseur de l'histoire d'un sujet, ça, Étienne n'en a rien dit ou a très peu communiqué à ce sujet-là. D'où le parcours, je dirais, de Thibaut qui cherche à comprendre, cherche à mettre du sens, cherche à faire apparaître ce qui était caché. Et donc, de ce fait-là, je vais relever quelques points qui relèvent pour moi de ce qu'on appelle en suicidologie l'autopsie psychologique, c'est-à-dire qu'il va chercher à revenir sur l'histoire d'un sujet pour essayer de comprendre comment il en est arrivé à ces extrêmes-là. À titre d'illustration, la fable de Jean de La Fontaine, Le chêne et le roseau, je vais en reprendre quelques lignes qui, pour moi, de manière poétique, vont rendre compte de la manière dont Étienne pouvait être en souffrance. Alors, c'est le chêne qui s'adresse au roseau en lui disant « Les vents me sont moins qu'à vous redoutables », et le roseau de répondre « Je plie et ne romps pas ». Un peu plus loin, alors que les vents se sont levés, l'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui qui, la tête au ciel, était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Donc cette fable de La Fontaine, me semble-t-il, traduit bien la manière dont Étienne semblait fonctionner, à savoir qu'il a recherché la maîtrise, le contrôle, un côté inébranlable, le fait d'être un roc, tous des mots qui ont été employés par Thibaut pour décrire le fonctionnement d'Étienne. Et effectivement, il donnait le sentiment d'une grande solidité, et donc c'était difficile d'envisager qu'un être comme celui-là puisse vaciller et déraciner. Mais ce mode de fonctionnement-là tient jusqu'à la rupture, alors que le roseau, dans cette fable de La Fontaine, peut plier. Plier, dans ce cas-ci, serait éventuellement pouvoir prononcer, exprimer le fait qu'à un moment donné, on est en difficulté, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'une pause, qu'on puisse revoir son mode de fonctionnement, alors que on a le sentiment que dans ce que Thibaut a pu raconter d'Étienne, il y a une espèce de jusqu'au boutisme dans un mode de fonctionnement, jusqu'à la rupture, jusqu'à l'implosion. Voilà, donc c'était la première chose que j'avais envie d'évoquer à travers cette fable. Alors, on voit bien un paradoxe dans le fonctionnement d'Étienne, où d'un côté, comme je le disais,
Il y a une recherche obsessionnelle du contrôle, de la maîtrise, le perfectionnisme qui va de pair avec la recherche de contrôle, une volonté de se montrer inébranlable. Et comme le disait Thibaut, on ne s'autorise pas à craquer. Même si, et ça c'est l'autre pôle qui apparaît, on voit qu'à un moment donné, il y a une crise de panique qui apparaît, où l'armure épaisse, le cuir épais qui était sans doute celui d'Étienne, se met à être moins agissant. Thibaut parle de mélancolie aussi, d'un état de tristesse de fond qui sans doute derrière le masque que pouvait porter Étienne se traduisait. Et donc on voit bien que dans ce mode de fonctionnement, il y a une volonté de lisser les difficultés, un peu de se soulever de la lourdeur de l'existence, des blessures qu'on a pu vivre, et une grande peur, un grand évitement du fait de descendre dans ces blessures pour pouvoir les rencontrer, les traiter, les soigner, les surmonter. Donc c'est un fonctionnement qui demande beaucoup de force, beaucoup de volonté, comme si on portait à bout de bras un poids, jusqu'à ce qu'en fait on n'en puisse plus et que le poids tombe. Donc ça c'était une autre manière encore d'illustrer ce qui me semble comprendre du fonctionnement d'Étienne. Alors, je me permettrai de reprendre une phrase que Thibaut a lue de Alvarez dans son livre Le Dieu sauvage. Donc, je la relis. Quant au suicide, c'est une réaction naturelle, terrible et radicale aux obligations écrasantes, bornées et artificielles que nous nous créons certaines fois à nous-mêmes. Alors, je ne sais pas si cette phrase est valable dans tous les cas, je pense que non, mais dans ce cas-ci, dans le cas du fonctionnement d'Étienne, on a le sentiment qu'elle rend assez bien compte de la manière dont il s'est enfermé dans un mode de fonctionnement qui est devenu en fait intolérable à ses yeux, mais qu'il ne pouvait pas lâcher, n'en connaissant sans doute pas d'autres, et craignant sans doute un effondrement si il était amené à devoir explorer d'autres voies, d'autres pistes. D'ailleurs, dans les phrases que Thibaut a évoquées, qu'il avait reçues, je pense, en songe de la part d'Étienne, je vais me permettre de les reprendre. « J'ai dû mourir pour vivre, je n'en pouvais plus ». Ça me semble assez bien rendre compte de ça, c'est-à-dire que vivre de cette façon-là, ça n'était plus possible, et Étienne n'envisageait que la mort comme la façon de se libérer de ce carcan en termes de mode de fonctionnement. Alors, la question de l'homosexualité qui était évoquée par Thibaut également, je dirais qu'il serait également peut-être à remettre avec une blessure plus ancienne dans celles qui ont été évoquées qu'a pu vivre Étienne, qui était celle d'avoir vécu des moqueries autour d'une supposée obésité ou d'un embonpoint qu'il pouvait avoir en tant qu'enfant. Je mettrais ça en parallèle dans le sens où des blessures vécues initialement assez jeunes peuvent faire en sorte qu'on veuille se protéger, qu'on veuille se défendre des moqueries qui peuvent être extrêmement blessantes, qui peuvent parfois tourner au harcèlement. Alors je ne sais pas si dans ce cas-ci ça peut aller jusque-là. Et donc, le fait que Étienne souhaitait être invisible, ne pas donner à voir quelque chose de sa vie privée et de son orientation sexuelle, étant donné une homophobie régnante ou latente, où il y avait pu entendre, non pas directement à son sujet, mais dans la société dans laquelle il travaillait, des réflexions qui pouvaient lui faire penser que ça pourrait lui porter préjudice s'il révélait ces aspects-là de son intimité. On voit qu'il y a eu un désir de cacher, ce qui pourrait donner à penser que dans le fonctionnement d'Étienne, il y a une volonté d'obtenir une reconnaissance de la part du monde extérieur. L'estime de soi va être recherchée à travers ce qui peut lui être renvoyé de l'extérieur, alors que du côté de son intériorité, la confiance en soi a du mal à s'enraciner. Tout ce qui peut, à ses yeux, être l'objet d'un jugement, d'une critique, de quelque chose qui pourrait ne pas le mettre en évidence, va être évité. Et donc ça met en lumière d'une autre façon encore sans doute un monde intérieur dans lequel il devait y avoir des blessures, des failles, à la rencontre desquelles Étienne n'a pas pu aller. Sur le plan psychologique, lorsqu'Étienne a consulté un psychologue sans pouvoir approfondir le travail avec cette personne, on peut le comprendre dans le fait que d'aller vers ce qu'il avait toujours tenu à distance parce que considéré comme menaçant était évidemment comme une invitation à descendre dans ses propres enfers. C'est évidemment éminemment difficile de pouvoir descendre dans cette dimension de la souffrance, et à la fois, c'est en acceptant de la rencontrer et de la traverser qu'une renaissance est possible, qu'une guérison est possible. Un dernier point que je souhaiterais mettre en évidence et qui ressort du parcours riche de Thibaut, c'est ce besoin de construire du sens. Alors peut-être d'autant plus, une fois de plus, que
Étienne, de son côté, n'a pas pu faire ce travail au-delà d'un certain point, au-delà d'une certaine profondeur. Et donc, d'une certaine manière, ce travail était d'autant plus important pour le parcours de Thibaut, son processus de deuil. Ce qui me semble important, c'est que cette construction du sens, elle est toujours subjective. Donc, en tant que psychologue, quand on accompagne quelqu'un qui est dans cette reconstruction du sens, cette tentative de construction du sens, il est évidemment intéressant de suivre les chemins que la personne va emprunter, en considérant que c'est sa manière à elle de tenter de construire du sens et qu'il faut évidemment éminemment la respecter. Donc dans cette construction du sens subjective, je vais pointer peut-être une dimension qui me semble importante, qui est la dimension anthropologique, qui consiste à dire que la manière dont la personne va construire du sens doit être accueillie, quelle que soit la façon dont elle construit ce sens, y compris si ce sens sort peut-être de l'entendement du psychologue en particulier, par exemple, qui entend. Thibaut a évoqué le fait qu'à travers des songes et des rêves, il avait eu des réponses et des éclairages quant à ce qui avait amené Étienne à en arriver à se suicider. Il a évoqué également des synchronicités, qu'on peut appeler également des signes. Et dans la littérature, on parle de vécu subjectif de contact avec un défunt à travers ce cadre qui tombait à un moment particulier. Thibaut a évoqué également, à travers différentes actions qu'il avait eu besoin de poser dans cette recherche de construction de sens, le fait qu'il avait une cartomancienne. Ça me semble être des démarches variées et qui, dans la démarche de Thibaut, lui permettent de tenter petit à petit d'éclairer le vécu d'une part d'Étienne et puis son vécu à lui dans sa reconstruction de deuil. Et donc il me semble important d'accueillir cette manière singulière dont chaque personne va avoir à se reconstruire, va avoir à chercher à construire du sens. Et je pense que Thibaut a entre autres lu une phrase de Bettelheim qui était intéressante, disant la nécessité de trouver du sens pour se reconstruire. Par rapport aux différentes phrases que Thibaut a relayées, il me semble important d'en reprendre 2 ou 3. La première, c'était « Je veux juste qu'on me foute la paix ». Une autre était « Je vais me foutre par la fenêtre ». La volonté d'Étienne qu'on lui foute la paix, on pourrait dire peut-être que c'était une volonté qu'il se foute la paix. C'est-à-dire qu'il se foute la paix avec son perfectionnisme, avec son contrôle à tout crin. Et qu'il fallait qu'il desserre quelque chose d'une main de fer qu'il exerçait sur lui-même. Malheureusement, il pensait que ce qui ne lui foutait pas la paix, c'était le monde extérieur. Alors c'était bien sûr en rapport avec le monde extérieur qu'il n'était pas en paix, mais c'était le contrôle qu'il exerçait sur lui-même en rapport avec le monde extérieur qui l'a mis dans cette situation d'impasse et de ne plus pouvoir soutenir une telle pression. Une autre phrase que Thibaut a relayée, c'est « Tout va bien, je suis prêt à décéder ». Donc on voit à nouveau tout le paradoxe de « Tout va bien, je suis prêt à décéder ». Bon, ça colle pas ensemble ces deux phrases-là. Si je suis prêt à décéder, rien ne va plus. Mais jusqu'au bout, il a cherché à montrer que c'était gérable, que les choses se déroulaient dans le meilleur des mondes. Il aurait mieux valu qu'il puisse évoquer à un moment donné le fait que ça n'allait pas, qu'il avait besoin de l'aide psychologique, mais pas que, de pouvoir dire à quel point le monde dans lequel il vivait était un monde devenu trop lourd pour ses seules épaules. Et la dernière chose que je voulais évoquer à ce sujet-là, c'est l'anecdote des œufs cuits à tamago, où lorsque Thibaut lui dit « j'en ai mangé 2 et donc ça va me prolonger de 2 fois 7 ans, c'est-à-dire 14 ans mon existence », la réaction d'Étienne déplore plutôt le fait de prolonger la vie de 14 ans. Donc qui dit à nouveau « cette vie-là, telle que je la vis, est une vie qui ne donne pas envie de se lever le matin pour en vivre un jour de plus, une année de plus ou 14 années de plus ». Donc tout ça sont des traductions de sa souffrance, mais qu'il a dit de façon sibylline et sans doute sur un ton dont on pouvait se poser la question de est-ce que c'est de l'humour, est-ce que c'est en boutade. Et donc il aurait gagné à le dire d'une manière plus dramatique pour qu'on puisse le rejoindre et percevoir la souffrance qui était la sienne. Merci Nicolas. Merci Déborah. Merci à vous Thibaut. Merci Déborah et merci Nicolas. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous retrouverez plus d'informations sur notre podcast, sur notre site web www.préventionsuicide.be. Merci et à bientôt.